Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Plus de 60 000 $ récoltés en dons pour la famille de l'élève brûlé à l'école Evan Hardy. Une campagne de socio-financement pour soutenir la famille de la jeune adolescente brûlée la semaine dernière à l'école secondaire Evan Hardy à Saskatoon a été mise sur pied. La victime âgée de 15 ans reçoit actuellement des soins dans un hôpital d'Edmonton. Plus de 60 000 $ ont été récoltés jusqu'à présent sur la plateforme GoFundMe. L'instigatrice de la collecte de fonds, Arielle Morin, soutient que ces fonds permettront aux parents de la victime de rester à son chevet pendant son séjour à l'hôpital. Jeudi, une camarade de classe a mis le feu à la victime, lui infligeant des blessures graves. Plusieurs chefs d'accusation ont été déposés contre la suspecte qui ne peut pas être nommée en vertu de la loi. Elle a été accusée de tentative de meurtre, de voies de fait graves et d'incendie criminel. Dans une lettre adressée aux parents la semaine dernière, la direction de l'école secondaire Evan Hardy indiquait que l'établissement resterait fermé aux élèves lundi. Au lendemain de l'incident vendredi, l'école était également fermée. Lundi, les enseignants et le personnel de l'école planifient le retour en classe. Les élèves pourront reprendre les cours mardi. La division scolaire des écoles publiques de Saskatoon a indiqué par voie de communiqué samedi qu'elle avait reçu les conseils du directeur général du Centre of Trauma Informed Practices, Kevin Cameron, qui agit comme expert de premier plan en matière de réponse au traumatisme en Amérique du Nord pour l'aider à gérer ces situations. Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Jeremy Cockerill, a qualifié cet incident d'horrible et souligné l'importance de la sécurité scolaire tout en remerciant les intervenants pour leur réponse. Pour sa part, la chef du nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Carla Beck, dit avoir contacté la famille de la victime. Le déficit de la ville de Winnipeg s'est amélioré, passant de 19,2 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2024 contre 39,3 millions après le premier trimestre. Cette réduction est attribuable à des meilleurs revenus en intérêt, à des frais de la dette réduits et à des mesures d'atténuation. Parmi ces mesures figurent l'élimination du transfert vers la réserve d'équilibrage et un rapport des frais de la dette. Cependant, plusieurs facteurs contribuent encore au déficit, notamment les heures supplémentaires et les indemnités des pompiers et ambulanciers, ainsi que les coûts du déneigement et de la police qui dépassent les prévisions. De plus, les revenus du département de la propriété et du développement ont été plus faibles que prévu. La ville a la possibilité de puiser jusqu'à 16,4 millions de dollars dans sa réserve d'équilibrage, ce qui épuiserait ce fonds d'ici la fin de 2024, laissant un manque à gagner de 2,9 millions. Afin de combler ce déficit, Winnipeg prévoit de réduire les dépenses discrétionnaires, suspendre le recrutement de personnel non essentiel et reporter certaines dettes. L'augmentation des revenus prévus pourrait aussi contribuer à réduire l'écart. Jeff Broughty, président du comité des finances, souligne que la reconstruction de la réserve d'équilibrage sera essentiellement dans les prochaines années. En février 2024, la ville avait prévu un nouveau frais de 1 $ par facture de téléphone mensuel pour financer la transition vers la technologie 911 de nouvelle génération qui devrait entrer en vigueur en juillet. Cependant, un retard dans l'adoption du règlement nécessaire a empêché la ville de percevoir les 3,7 millions de dollars attendus pour 2024. Le conseil municipal a adopté le règlement en juillet, mais il doit encore être approuvé par le gouvernement provincial. Selon Jeff Broughty, ce contretemps n'affectera pas la mise en œuvre de la nouvelle technologie 911 prévue pour 2026, qui permettra d'envoyer des vidéos, des photos et des messages textes aux services d'urgence. 6 ans et demi de prison pour 2 manifestants du blocage de Coutts. Anthony Olienick et Chris Carbert écopent de 6 ans et demi de prison, notamment pour possession d'armes dans un dessein dangereux pour la paix publique en lien avec le barrage frontalier de Coutts qui s'est tenu en Alberta en février 2022. Début août, un jury avait déclaré les 2 hommes coupables de ce chef d'accusation ainsi que de méfaits. Anthony Olienick avait aussi été reconnu coupable de possession d'une bombe artisanale. Le jury avait toutefois acquitté les 2 manifestants du chef d'accusation de conspiration en vue de tuer des agents de la Gendarmerie royale du Canada. Les hommes ont été arrêtés en février 2022 après que la police a trouvé des armes, des munitions et des gilets pare-balles dans des remorques près du barrage de Coutts, un poste frontalier important entre le Canada et les États-Unis. D'autres armes, des munitions et 2 bombes artisanales avaient aussi été retrouvées au domicile d'Anthony Olienick à Clare Holmes en Alberta. Le juge Labrance a rappelé que dans leur communication, les 2 hommes parlaient de la manifestation comme de
d'une révolution et d'une guerre. Devant une salle d'audience pleine, il a décrit la situation comme extrêmement dangereuse, avec potentiellement de très nombreuses victimes si les deux hommes avaient décidé d'utiliser leur arsenal. Parmi les circonstances atténuantes, le juge a toutefois pris en compte l'absence de comportement illégal des deux hommes avant 2022 et les conséquences financières et familiales de leur longue détention provisoire. Avant la lecture par le juge de sa décision, Anthony Olyénik s'est adressé à la cour affirmant qu'il s'était servi de son incarcération pour s'améliorer et approfondir sa foi chrétienne. Les avocates des deux hommes ont déjà annoncé qu'elles feront appel de la peine et d'une partie des condamnations. Les deux hommes ne serviront pas cette peine dans son intégralité puisque le juge leur a crédité presque 4 ans à cause de leur incarcération dans l'attente du procès. Le déficit budgétaire en Colombie-Britannique se creuse davantage pour 2024-2025. Dans une mise à jour budgétaire présentée mardi, le ministère des Finances de la Colombie-Britannique a annoncé que le déficit de la province pour 2024-2025 s'établirait à 8,98 milliards de dollars en comparaison avec le budget initial qui présentait un manque à gagner de 7,91 milliards de dollars. La province explique ce déficit qui se creuse de 1,1 milliard de dollars par une diminution des revenus des impôts aux entreprises en raison de la modification des prévisions fédérales d'une part. D'autre part, le coût de la lutte contre les feux de forêt devrait totaliser 886 millions de dollars cette année, soit 653 millions de dollars de plus que prévu initialement. La mise à jour montre également que le déficit pour 2025-2026 devrait s'établir à 6,7 milliards de dollars l'année prochaine, soit une amélioration de 1,1 million de dollars, et à 6,1 millions de dollars en 2026-2027, une amélioration de 193 millions de dollars par rapport au budget initial. La baisse des taux d'intérêt attendue l'année prochaine stimulera la croissance économique en Colombie-Britannique et les recettes tirées des ressources naturelles et des impôts devraient augmenter, indique un communiqué du ministère des Finances. Le premier ministre David Eby dit s'attendre à ce que les priorités financières du gouvernement deviennent un enjeu majeur lors des prochaines élections. Pour sa part, la présidente de la Chambre de commerce du Grand Vancouver, Bridget Anderson, affirme que les entreprises restent dans l'ignorance en ce qui concerne les programmes économiques des principaux partis. Selon elle, les rapports fiscaux de la province brossent un tableau désastreux des finances de la Colombie-Britannique qui nécessite des milliards qui doivent être réduits ou augmentés en impôts pour assurer la stabilité. La Chambre de commerce du Grand Vancouver n'a apporté son soutien à aucun parti politique. Inquiétude concernant les changements du régime d'assurance maladie des territoires du Nord-Ouest. Les pharmaciens des territoires du Nord-Ouest craignent que les changements apportés au régime territorial d'assurance maladie complémentaire ne créent des obstacles pour les patients atteints de maladies chroniques. Ce régime de prestations publiques offrait auparavant une couverture pour une 50aine de pathologies chroniques spécifiques. Or, depuis le 4 septembre, il couvre tous les résidents du territoire et le niveau de remboursement varie en fonction de leurs revenus. Ce changement pourrait toutefois entraîner des coûts supplémentaires pour certains patients qui devront payer une partie de leurs médicaments. À Yellowknife, le pharmacien Jan Wasserman craint surtout que cette réforme ne pousse les patients comme ceux qui ont le diabète, des maladies cardiaques ou de l'arthrite à interrompre les traitements qui leur ont été prescrits. Au territoire du Nord-Ouest, les détenteurs d'une carte d'assurance maladie sont couverts pour leurs visites à l'hôpital et leurs consultations médicales et le régime couvre quant à lui des médicaments sur ordonnance, des soins dentaires, les déplacements médicaux, les fournitures médicales et les lunettes. Le directeur de l'administration des services de santé, Nick Saturnino, indique que les familles à revenus plus élevés paieront jusqu'à 4% de leurs revenus pour ces prestations, tandis que le reste sera couvert par le gouvernement territorial. Il ajoute que les patients devront remplir un formulaire de demande de soins de santé pour en bénéficier et que la partie du programme couvrant les personnes non autochtones de 60 ans ou plus demeure inchangée. Le président de l'Association pharmaceutique des territoires du Nord-Ouest, Rafik Saleh Mahomed, croit que le principal défi sera l'approvisionnement de fournitures médicales. Le gouvernement ténois estime que les changements rendent le régime de santé plus moderne et équitable. Selon Nick Saturnino, 1200 patients bénéficient actuellement de la couverture médicale et environ 2200 personnes qui n'étaient pas couvertes auparavant pourraient désormais y être admissibles. Un résident de Taloyoak critique une annonce de la municipalité traitant les parents de stupides. L'ancienne députée Jani Ugiyuk affirme que l'utilisation de ATV par des mineurs est hors de contrôle, mais qu'il est inapproprié d'insulter les familles. Les habitants de Taloyoak ont réagi à une lettre publique jugée inappropriée qui insulte les gens tout en prônant la sécurité des VTT. Un résident de Taloyoak affirme qu'une annonce de service public remplie d'insultes émanant de la directrice administrative de la municipalité sur la
sécurité des VTT est dégradante et irrespectueuse envers les personnes qu'elle est censée viser. L'annonce datée du 4 septembre soulève des préoccupations concernant les conducteurs mineurs qui roulent à toute vitesse dans la municipalité tard dans la nuit, mais elle contient également des propos virulents à l'égard des parents de ces jeunes. Le 4 septembre, Janice Anderson, directrice administrative de Taloyoak, a envoyé une annonce publique concernant la sécurité des VTT. La lettre contenait des propos forts que certains habitants de la municipalité trouvent problématiques. Dans la lettre qui a été partagée par plusieurs résidents sur Facebook la semaine dernière, Anderson a exprimé ses préoccupations selon lesquelles des blessures ou des pertes de vie sont probables si la sécurité des VTT ne s'améliore pas dans la communauté. Anderson a également suggéré dans la lettre que les voisins signalent les parents des conducteurs de VTT au bureau municipal. Anderson a conclu dans la lettre que tout tourne autour du respect. La Gendarmerie royale du Canada de Taloyoak n'a pas émis d'amende aux conducteurs de VTT ces derniers mois, mais a donné des avertissements verbaux à quelques reprises pour excès de vitesse, a déclaré le caporal Eric O'Brien à Nunatsiaq News. Les responsables de la ville d'Iqaluit ont également diffusé des annonces publiques, la plus récente en avril, pour rappeler aux conducteurs les règles de la route. Le fil sportif. Les Blue Bombers de Winnipeg grimpent au sommet de l'Ouest en défaisant les Rough Riders 26-21. Zach Carlos a lancé une passe de toucher et Sergio Castillo a réussi 4 placements pour mener les Blue Bombers de Winnipeg à une victoire de 26-21 face aux Rough Riders de la Saskatchewan samedi à l'occasion du Banjo Bowl. Cette victoire a permis aux Bombers de grimper au premier rang de la section Ouest alors que les Rough Riders demeurent 3e après un 7e match sans victoire. Le quart arrière des Rough Riders, Trevor Harris, a complété 21 de ses 33 passes pour 287 verges, incluant une passe de toucher de 9 verges à Keyshawn Johnson et une de 8 verges à Samuel Emilus. Il a également lancé 2 interceptions. Un Franc-Saskois représentera le Canada au championnat panaméricain de ski nautique. Enzo Christian, un Franc-Saskois de 15 ans, représentera le Canada lors des championnats panaméricains de ski nautique qui auront lieu du 6 octobre au 13 octobre à Bogota, en Colombie. L'athlète de 15 ans affirme avoir récemment remporté le championnat canadien de ski nautique dans sa division dans l'épreuve de saut. Cette épreuve consiste à traverser la plus grande distance dans les airs après avoir emprunté une rampe sur l'eau. Il a également participé cet été aux championnats mondiaux U17 de la Fédération internationale de ski nautique et de wakeboard dans l'épreuve de saut et de slalom. Cette dernière épreuve consiste à parcourir un circuit de 6 bouées sur un ski. C'est toutefois dans l'épreuve de saut que l'athlète franc-saskois s'est démarqué en terminant en 6e position dans sa catégorie. Le championnat s'est déroulé à Calgary, en Alberta. À Sainte-Anne, au Manitoba, Reagan Kirk se prépare pour une première saison dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. La Manitobaine Reagan Kirk est de retour à Sainte-Anne cette année pour se préparer en vue de sa première saison avec l'équipe de Toronto dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. En plus des entraînements hors glace, Reagan Kirk patine quotidiennement sur la glace du centre d'entraînement des Jets de Winnipeg avec Logan Angers et Corinne Schroeder, 2 autres gardiennes de but du Manitoba qui évoluent dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. À l'entrée de la ville de Sainte-Anne, il y a un panneau géant sur lequel on retrouve les photos de Jocelyn Larocque et Bailey Brand, 2 joueuses de hockey originaires de Sainte-Anne qui ont représenté le Canada sur la scène internationale. Le 10 juin dernier, Reagan Kirk était la dernière joueuse sélectionnée lors du repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin par l'équipe de Toronto. Quelques semaines plus tard, elle paraffe une entente de 2 saisons avec la formation torontoise. Un nouveau terrain de basketball à Bridgewater Park. La construction de l'infrastructure est le fruit de la collaboration entre les différents ordres de gouvernement. Samedi, un nouveau terrain de basketball construit grâce au Fonds pour le développement des collectivités du Canada a été inauguré à Bridgewater Park, dans le sud de Winnipeg. La construction de cette infrastructure sportive est le résultat d'une collaboration entre plusieurs ordres de gouvernement ainsi que des organismes communautaires. Selon la ville de Winnipeg, le projet a coûté 210 000 $. L'infrastructure a été construite sur la demande du centre communautaire de Winnipeg Sud. Pour les Oilers, un nouveau départ plutôt qu'une continuité. Les joueurs des Oilers ont commencé à s'entraîner ensemble à une semaine du début du camp d'entraînement. Après ce qui a été le plus court été de l'histoire de l'équipe, les joueurs se disent prêts pour cette nouvelle saison. La saison 2023-2024 des Oilers a pris fin le 24 juin quand l'équipe s'est inclinée dans le 7e match de la finale de la Coupe Stanley face aux Panthers en Floride. La période de repos estivale n'a donc été que de 12 semaines, soit 2 semaines de plus que la durée totale des séries éliminatoires. Au cours de la saison morte, le joueur allemand Leon Draisaitl a paraphé une nouvelle entente qui le lie aux Oilers jusqu'au terme de la saison 2032-2033. Le contrat de Connor McDavid vient à échéance dans 2 ans et il pourra lui aussi négocier une nouvelle entente dès le 1er juillet 2025.
Les Lions freinent l'élan des Alouettes. Cette fois, la magie n'a pas opéré. Les Alouettes de Montréal n'en ont pas fait assez contre les Lions de la Colombie-Britannique qui ont mis fin à la série de 5 gains des favoris de la foule en les défaisant 37-23 vendredi. Les Alouettes ont cédé devant un front défensif des Lions en grande forme et une solide prestation de Nathan Rourke qui, malgré 3 interceptions, a mené l'attaque des visiteurs à 4 touchés sur le David Mackey, Aiden Eberhardt et William Stanback. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.